Donc on reprend avec notre deuxième session de l'après-midi, avec deux interventions, d'abord par Éric Valdener sur les activités de recherche en SHS, ensuite par Sébastien Bourdin et Fabien Nadou sur l'analyse des réponses politiques locales face aux enjeux du Covid-19. Et ensuite, on terminera par une intervention générale, un bilan par rapport à ce qui a été dit, qui sera fait par Antoine Bailly. Donc Luc, on commence directement par toi, si tu veux bien. Éric, pardon. On commence directement par toi, si tu veux bien. Ok, je vais tout d'abord remercier André Thor et Lise Bourdeau-Lepage, d'une part d'avoir proposé l'organisation de cet événement à la Message Paris-Saclay, et d'autre part de m'avoir invité à présenter le travail réalisé l'année dernière, et qui se poursuit d'ailleurs actuellement, sur le recensement des activités de recherche en SHS. Alors, le titre de cette intervention peut vous paraître un peu vague, voire prétentieux, mais c'est pourtant ce qu'on a essayé de faire à travers différentes initiatives avec différents partenaires, me concernant à la fois avec ma casquette de citoyen sur certains projets et ma casquette de chargé de communication d'une maison des sciences de l'homme sur d'autres actions. Avant même de recenser, vous verrez que nous avons essayé de proposer des contenants, des endroits où les chercheurs pouvaient écrire, publier et s'exprimer. Et c'est ensuite qu'est venue cette obligation de mesure. C'est le titre de la session cet après-midi. Tout à la fois pour garder une trace des écrits et de la parole des chercheurs durant cette période exceptionnelle, pour donner aussi accès à ces informations au plus grand nombre, et pour constituer ce qui deviendrait à son tour un matériel de recherche propre. Donc, je vais démarrer déjà par quelques éléments de contexte. Donc, 17 mars 2020, le confinement. À l'époque, on ne savait pas, mais ce serait qualifié après de premier confinement. Et s'opère soudain un arrêt des activités pour les chercheurs, les anciens chercheurs, les personnels d'accompagnement de la recherche dont je fais partie. Plus de cours, plus de réunions, annulation de tous les événements scientifiques, annulation des déplacements, et pour beaucoup d'entre nous, pas encore des solutions de visioconférence à disposition ou maîtrisées en termes d'outils techniques. Et à cette sidération succède chez certains un besoin impérieux de réagir, de s'exprimer, de s'engager. Les interventions des chercheurs dans les médias et sur les réseaux sociaux se multiplient, augmentent considérablement. Pour vous donner un exemple, sur 5 quotidiens qu'on a plus particulièrement analysés à la MSH, Le Monde, Libé, Le Figaro, The Conversation et AOC, on est à plus de 800 articles de chercheurs SHS sur ces 5 médias entre mars et juillet, avec un pic au mois d'avril, donc vraiment au début du confinement, ce qui fait à peu près une moyenne de ça fait à peu près 200 articles par mois, et c'est uniquement sur ces 5 quotidiens. On note aussi une évolution des thématiques au fil des mois qui passent. On parle bien sûr de la crise, du monde d'après, des espoirs que cela suscite. On en vient vite à parler des inégalités, des mobilités, de la gouvernance, du bien-être, de l'éducation, de l'emploi, de la santé, de l'aménagement du territoire, et puis sur des aspects plus économiques, de relocalisation, de décroissance. Donc, arrive un besoin impérieux d'agir, mais la question qui se pose, c'est comment. La période est marquée par des débats, des interrogations. Les chercheurs sont partagés entre le temps court de l'opinion et de l'information, qui vise donc à aider à comprendre, à informer, à éclairer, et le temps long de la recherche,
et de la mise en place d'une démarche scientifique. Alors les deux postures ne sont pas incompatibles. Certains arguent que les éclairages du présent peuvent s'appuyer sur des recherches passées. Je prends par exemple les recherches sur les inégalités et les constats qui en découlent sont pas nouveaux. Et le lancement d'initiatives de recherche et de grande quantité d'enquêtes répondent un peu à cette d'entrer plus dans le cadre d'une démarche scientifique. Je prends ici pour exemple l'article d'André Thor sur son blog Mediapart du 1er avril 2020, si mes souvenirs sont bons, qui s'intitule S'engager face au Covid, un devoir pour les sciences sociales. Et donc, André, dans cet article, pose les premières questions, c'est-à-dire pour les chercheurs en sciences sociales, comment dépasser la position d'observateur avisé, comment se montrer utile, et surtout, ensuite, comment éclairer les décideurs publics. Et un élément de réponse, c'est il faut apporter des solutions à la question urgente de la pandémie et des conséquences sociales et économiques qui arrivent, mais aussi de penser les nouveaux mondes à venir. Donc, par rapport à ces premières interventions, on voit que les premières initiatives démarrent. Fin mars, comme l'a rappelé tout à l'heure Luc Budzinski, on est lancé un appel qui sera relayé par la MSHALP à la constitution d'un collectif de travail interdisciplinaire en sciences humaines et sociales. C'est l'initiative Code Virus. Alors, il faut savoir que cet appel recevra plus de 600 propositions, ce qui fera d'ailleurs l'objet de la publication d'une base de données sur le site de l'UMERPACT, une base de données que vous pouvez d'ailleurs consulter, avec pas mal d'éléments de visualisation de toutes les réponses données et toutes les thématiques abordées. Et juste après, donc, est lancée l'initiative Corté, qui est donc une consultation francophone sur les impacts sociaux et spatiaux du Covid-19, sur lesquels je ferai un focus un petit peu plus tard. Voilà. L'objectif de cette initiative, c'est de suivre, documenter, anticiper collectivement et de manière interdisciplinaire les conséquences de la pandémie sur nos modes de vie, nos organisations et nos territoires. Alors, par rapport à ces premières initiatives, qui sont des appels à contribution principalement, naissent également d'autres initiatives. On a pas mal de sites, de blogs, de carnets de recherche qui sont ouverts par des chercheurs de manière un peu spontanée. Je prends pour exemple le carnet confinement qui recueille des textes de regards et d'expériences de chercheurs en SHS face à ce confinement. Un autre carnet qui s'appelle Récits confinés, qui est un projet de recherche participatif. On a aussi un carnet qui s'intéresse lui plus aux aspects de mémoire, avec toutes les ressources sur le Covid et le confinement. Un carnet très important, c'est le carnet de recherche de l'EHESS, qui s'appelle Perspectives sur le coronavirus, qui recueille à ce jour, je crois, à peu près 45 textes de chercheurs en SHS sur le coronavirus, sur la crise, sur le confinement. On a aussi un site qui a été mis en place par Emmanuel Hirsch à l'Université Paris-Saclay. Et après, on a également d'autres institutions assez importantes comme Sciences Po, qui avec sa bibliothèque et toute la force de son équipe de documentalistes ont produit un guide thématique de la Covid-19 qui là aussi recense pas mal de choses, des appels, des publications, des articles. Vous pourrez voir, je vous le montrerai tout à l'heure, tous ces éléments sur le site de la MSH Paris-Saclay. Dans ces initiatives, on voit aussi la participation de chercheurs à des sites d'information plus grand public. Alors c'est le cas notamment de COV Préhension. Donc là, c'est des chercheurs qui utilisent des modèles et qui permettent au grand public de mieux comprendre les différentes projections sur la pandémie.
On a le site Adios Corona qui là aussi vise à donner des réponses au grand public en utilisant des recherches scientifiques. On a la plateforme Enfance et Covid en lien avec la Maison des sciences de l'Homme Alpes. Et puis on a aussi des par rapport aux données avec par exemple l'INED qui propose une démographie des décès par Covid-19, avec le laboratoire ISC PIF du CNRS qui met à disposition tous ces outils numériques de cartographie pour produire des cartographies des connaissances liées au coronavirus. Enfin bref, tout ça, vous le voyez, entraîne une production d'informations, de publications et de données qui devient exponentielle et qui nécessite donc une structuration. Dans ces exemples, je vous en donne trois. Le 6 mai 2020, la BNF, par exemple, communique et annonce qu'elle archive le web du coronavirus. Voilà, c'est-à-dire que à la BNF, il y a une équipe sur le dépôt légal numérique. On se met à collecter, d'ailleurs ils le font depuis janvier 2020, toute la matière sur tout ce qui touche au coronavirus sur Internet et sur laquelle pourront travailler les chercheurs à l'avenir. Quasiment au même moment se crée le World Pandemic Network, le WPRN. En fait, c'est le premier répertoire en temps réel des recherches et des ressources sur les impacts sociétaux et humains de la pandémie de Covid-19, sur lequel d'ailleurs tout chercheur peut référencer ses travaux. Vous pouvez le faire. Côté Message Paris-Saclay, on a référencé sur cet outil notre secteur SHS face au Covid-19. L'initiative Corté est, par exemple, également référencée sur ce site. Il y a actuellement près de 900 projets qui émanent de près de 400 institutions à travers le monde, et ils ont désigné, je crois, à peu près 130 référents selon les thématiques. Très important en France, se crée également l'initiative CNRS INSERM, qui s'appelle HS3PE Crise, donc qui est sur le Covid, mais pas uniquement. C'est une initiative sur les crises sanitaires et environnementales, qui concerne donc humanité, sciences sociales et santé publique, qui se fait sous l'égide des trois alliances Athéna, Vezan et Allenvie, et en coordination avec le réseau national des MSH. Donc l'objectif, c'est vraiment là de repérer les projets, de structurer la recherche et de faire émerger des initiatives en SHS et en santé publique, avec une première thématique qui a été retenue, c'est la décision publique en période de crise, dynamique, remodelage, enjeux éthiques et politiques. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Corté, donc je vais faire un petit focus sur cette initiative lancée fin mars 2020. À l'initiative 10 membres, dont vous avez les photos en dessous, Luc Basinski, André Thor, Lise Bourdeau-Lepage, Marilyn Philippi, Alexandre Grodon, Ludovic Jeanne, Fabien Nadou, Philippe Vidal et Olivier Coussy. Voilà, je les ai tous cités. Je les ai aidés à titre personnel à créer leur site web et à gérer leur compte Twitter. Cette initiative, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, elle visait à documenter et anticiper les conséquences de la pandémie sur les modes de vie, les organisations, les territoires, et surtout un espace pour publier au fil de l'eau pendant le confinement des contributions sur toutes les thématiques. Je vous en ai mis la liste de ma présentation. Ça va du confinement à la propagation, à la distance sociale, aux données statistiques, aux comparaisons internationales. Enfin bon, actuellement, il y a plus de 30 contributions qui ont été publiées pendant le premier confinement. Là aussi, je vous mets à la fin de cette slide quelques auteurs qui ont publié sur ce site. Donc on voit une grande diversité, et les 35, 36, je crois, contributions actuelles représentent toutes les thématiques que je viens d'évoquer.
Corté, c'est aussi et surtout, André Thor l'a rappelé tout à l'heure, des enquêtes. La première d'entre elles, le confinement et ses effets sur le quotidien, Bourdeau, Lepage vous parlera demain matin. Une enquête donc menée du 23 mars au 7 avril 2020 qui visait à saisir les changements qui s'étaient opérés dans le quotidien des Français au cours du confinement sous différents aspects, rythme de vie, habitudes de vie, relations sociales, conditions de travail, emploi, bien-être, santé. Voilà, donc je laisse Lise évidemment vous en parler plus en détail. La seconde enquête dont Sébastien Bourdin et Fabien Lanou vont vous parler juste après moi s'appelle Coronavirus, déplacement et lieu de vie. Elle avait été lancée début avril donc par un groupe de recherche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales. Et il faut savoir que donc ces deux enquêtes ont été reprises au niveau européen sous l'égide de l'ERSA quelques temps après. Il y a eu ces deux premières enquêtes, il y en a eu d'autres. L'enquête auprès des acteurs économiques et culturels de la nuit à l'épreuve du Covid dont vous a parlé Luc, donc une enquête à destination des acteurs économiques et culturels pour appréhender la situation lors du confinement et repérer les difficultés et voir un petit peu les solutions à l'avenir. L'enquête Covid écran en famille par Catherine Dessinges et Aurélie Desfriches-Doria qui sera évoquée également demain. Une enquête qui vise à identifier les conséquences du confinement chez les enfants de 6 à 12 ans, identifier la diversité des pratiques numériques créées et inventées en faveur du lien social. Voilà pour ces enquêtes. Donc après l'initiative Corté, je vais détailler un petit peu ce que nous avons fait à la MSH Paris-Saclay face à toutes ces initiatives, à toutes ces publications. On a décidé à la MSH tout début avril de créer un espace dédié sur notre site. On a intitulé SHS face au Covid-19. Ça a été mis en ligne le 10 avril. Et l'objectif, ça a été d'une part de recenser les appels qui commençaient à sortir, les appels à projets de recherche, les appels à publication, toutes les enquêtes qui étaient de plus en plus nombreuses, dont je parlerai juste après, toutes les ressources, alors ça peut aller de carnet de recherche du type HESS, ça peut aller de bases de données, ça peut être tous ces éléments. Et surtout, on a recensé, en tout cas on a essayé de recenser tous les articles publiés dans les médias par les chercheurs SHS. Et on a ajouté plus récemment une partie sur les éléments scientifiques SHS en rapport avec le Covid-19. Voilà. Donc tout ça fait l'objet d'une veille continue depuis 10 mois pour une mise à jour régulière qui se poursuit actuellement, que ce soit sur les appels, les enquêtes, les événements et bien évidemment les articles des chercheurs dans les médias. Donc il faut savoir que ce secteur du site est devenu du coup un outil de référence bibliographique pour l'initiative CNRS INSERM. Donc je passe rapidement sur les appels, on y retrouve bien évidemment tous les appels qu'a pu émettre ou qui sont émis ou qui sont en cours par l'ANR en lien avec le Covid-19. On y retrouve aussi les appels européens, les initiatives et tous les appels à contribution des revues scientifiques. Je fais un focus un peu plus détaillé sur les enquêtes. Donc, comme je l'ai indiqué, elles se sont multipliées depuis mars, principalement axées au début sur le confinement et ses effets, avec des thématiques multiples. Le bien-être, psychologie, les mobilités, les pratiques numériques, l'alimentation, la santé, le télétravail, l'agriculture, les migrations, les gestes barrières, l'enfance et l'éducation, les familles, le commerce, la consommation, la culture. Ouais, tous ces éléments ont fait l'objet d'enquêtes. Et je vous invite donc pour une liste complète à consulter tout simplement notre site. On essaye de répertorier un maximum de choses. Évidemment, on essaye d'être le plus exhaustif possible, mais on peut en oublier. Donc, si jamais vous allez parcourir notre site, si vous avez envie de nous signaler des enquêtes qu'on n'aurait pas recensées,
vous serez évidemment les bienvenus pour nous communiquer ce type d'informations. La partie analyse et débat, donc on a mis en place une base de données qui compte actuellement plus de 1400 articles de chercheurs SHS dans les médias. C'est une base de données qu'on a développée avec le réseau national des MSH. Il faut savoir qu'au départ, on recensait un petit peu tout à la main comme ça de manière empirique et on s'est vite trouvé dépassé vu le nombre d'articles. Donc on a monté un groupe projet en avril. On a rédigé un cahier des charges, on a fait appel à prestation de développement informatique et on a mis en ligne le 12 novembre une base de données avec un moteur de recherche multicritère, donc qui vous permet de faire des recherches par mots-clés, par thématique, par auteur, par média. Et on a à peu près 1400 articles actuellement et ça grossit de semaine en semaine au fur et à mesure de notre veille. Cette base d'analyse et débat, elle a d'ailleurs fait l'objet de la mise en place d'un projet de recherche à la Message Paris-Saclay. On a pu recruter sur 8 mois 2 postdoctorantes qui ont été chargées de faire une analyse qualitative et quantitative, axée dans un premier temps sur les 5 grands quotidiens que je vous ai cités tout à l'heure, et qui faisaient l'objet donc de 1100 articles. Et ce projet de recherche va faire l'objet d'une publication, je pense au printemps, dans la collection Actes de la Message Paris-Saclay. Cette base de données a fait l'objet également d'un colloque, Rupture des pratiques et dynamique du débat, qui s'est tenu les 12 et 13 octobre dernier. À l'époque, pour partie en présentiel, pour partie en ligne. Et on a invité donc 40 intervenants, 40 chercheurs SHS qui avaient publié un ou plusieurs articles dans les médias. On a eu à peu près 450 participants en ligne. Cette opération a été faite en partenariat avec The Conversation et elle a fait l'objet de la part de la MSH de 2 articles d'ailleurs, un publié début octobre par Pierre-Guy Bontif et Maryse Bresson, les directeurs de la MSH Paris-Saclay, qui s'appelle Le défi de produire du politique pour les sciences humaines et sociales au moment de la crise sanitaire, et un article post-colloque qui est d'ailleurs paru hier matin par nos 2 postdoctorantes, Elsa Bansard et Anne-Coralie Bonner, qui s'appelle Ce que l'est aux sciences sociales. Donc je vous invite à les lire. Et puis ce projet de recherche, il a fait l'objet également d'une intervention le 17 décembre dernier de notre direction, à travers de Pierre-Guy Bontif et Maryse Bresson, lors du webinaire qui est actuellement organisé par le réseau des MSH, qui s'appelle Les sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales. Et donc, la MSH Paris-Saclay est intervenue sur la thématique de la parole publique des SHS en temps de crise sanitaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je m'excuse au préalable pour ceux que je n'aurais pas cités. Comme je vous l'ai dit, cette veille, c'est un travail considérable. Et voilà, on peut de temps en temps oublier des projets ou des enquêtes, mais en tout cas, on essaye d'être le plus exhaustif possible. Voilà. Je vous remercie et je laisse la parole à nouveau à André et à Lise. Merci Eric donc, pour une présentation très complète. Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. Ça appelle peut-être pas obligatoirement énormément de questions, ce type de présentation d'ailleurs. Non, non. Mais peut-être et on a quand même une, nous. Vas-y, Lise. Oui, du coup, la question que j'avais, c'est qu'est-ce qui t'a étonné en tant qu'individu habitué à côtoyer des gens des SHS dans l'inventaire des travaux ou des recherches qui ont été menées sur l'épidémie en SHS. Qu'est-ce qui t'a, quelque chose auquel tu t'attendais pas forcément? Je dirais ce qui m'a le plus marqué au début, c'est le débat dont je vous fais part, avant même de recenser. C'est-à-dire, moi, en tant que citoyen, je voyais une urgence à agir. Et alors, je suis pas chercheur, hein, je suis pas scientifique, mais
j'ai eu un peu de mal au départ à comprendre ce débat entre ceux qui voulaient parler tout de suite et ceux qui s'interdisaient, le mot est peut-être un peu fort, mais de le faire sous prétexte que on n'avait pas de données ou sous prétexte que attendre pour justement d'avoir une démarche scientifique. Et je trouvais intéressant, moi, que les chercheurs en sciences sociales s'expriment rapidement et puissent aider et puissent manifester une bonne volonté. Et ça me paraissait vraiment important. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai répondu favorablement à l'invitation d'André pour travailler sur Corté. Je trouvais qu'il était important et urgent d'agir. Voilà. Et ce qui m'a surpris, c'est la diversité des initiatives. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Par rapport à ce que j'ai présenté, à la fois des articles, des points de vue, des sites grand public, enfin, des bases de données. On a vu vraiment une grande mobilisation des chercheurs sur des outils vraiment très 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 variés. Voilà. Après, il faut aussi laisser après le temps long de la recherche. Il va y avoir des publications. Il y a déjà eu des recueils d'ouvrages. Je pense notamment à Pandémie 2020 qu'a coordonné Emmanuel Hirsch. Il y a quand même une somme. Il y a plus de 135 auteurs qui se sont en SHS qui se sont exprimés dedans. Et puis voilà. Après, il va y avoir les résultats des enquêtes que vous menez. C'est passionnant. Mais voilà, je pense que ce qui est surprenant actuellement, c'est qu'on est à nouveau dans la période de la confinement. Donc nous, par exemple, on poursuit notre veille un peu comme au mois de mars, c'est-à-dire que les articles refleurissent à nouveau sur des thématiques diverses, les thématiques qui évoluent. Maintenant, on parle beaucoup des vaccins, de la campagne vaccinale, de ce genre de choses. Mais on a aussi les premiers résultats de recherche qui sont publiés et tout ça coexiste. Il faut essayer de tout prendre en compte. Alors, c'est multiplie la veille qu'on doit effectuer, mais ça reste tout aussi passionnant. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Je voulais rebondir. Effectivement, moi, j'étais convaincu, comme la plupart des personnes qui sont ici, dès le début, qu'il fallait faire quelque chose. Alors, en tant que chercheur, mais que chercheur citoyen, quelque part, il fallait se lancer dans la mêlée sans avoir obligatoirement, comme tu disais, tous les résultats, tout ce qu'il fallait pour faire une recherche standard. Hein. C'est un petit peu comme le vaccin, quelque part. Donc, on est parti très vite. Mais en même temps, si je veux me faire l'avocat du diable, ça pose quand même quelque part la question de la validité de ce qu'on raconte. Parce que le fait de nous être lancés très très vite, finalement un peu sans filet, est-ce que ça ne nous expose pas à la critique et de dire finalement maintenant les scientifiques deviennent des experts un petit peu en tout, et là ils sont devenus des experts du Covid du jour au lendemain, alors que d'habitude un scientifique c'est quelqu'un qui prend du recul. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. De toute façon, on a vu aussi, c'est pas que propre au SHS, on a vu aussi toute la défense qu'il y a eu vis-à-vis des scientifiques par rapport à la gouvernance, par rapport à ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour un chercheur en SHS de s'exprimer comme ça à chaud au début du confinement. Mais comme tu le disais, voilà, je pense que en tant que citoyen, il y avait aussi une urgence à s'exprimer et à s'engager qui est pas incompatible avec des travaux de recherche. Je veux dire, les chercheurs émettent leurs opinions, ont des engagements parfois politiques. Il y a la partie publication scientifique, mais ça n'empêche pas certains d'émettre des tribunes dans le monde ou ailleurs et à s'exprimer et à s'engager. Je pense que c'est pas forcément incompatible. D'accord, on a une question d'Antoine Bailly. Mais peut-être que tu peux l'exprimer sur la place des SHS dans la task force, s'il te plaît. Oui, dans plusieurs pays, il y a bien sûr des task forces formées de médecins, d'épidémiologues, très rarement des gens des sciences sociales. Alors, ça m'interpelle, ça, on a quelques
depuis des années, si bien que le chercheur en sciences sociales qui est confronté avec des médecins, qui est confronté avec des économistes, est un des membres importants des forces. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas la composition en France, mais j'aimerais éventuellement qu'au-delà simplement du laïus, on contribue aux politiques vraiment à produire des politiques. Je crois que c'est notre rôle aussi, c'est pas seulement de parler entre nous, hein, c'est entre soi, mais c'est de contribuer aux politiques sanitaires, aux politiques pures, aux politiques économiques. Je dirais, moi, que la réponse, elle est un petit peu difficile à donner comme ça, mais le fait est que, au total, aujourd'hui, dans le conseil scientifique, conseil donc le président, on peut dire, parce que c'est très très direct, il y a une seule personne des SHS, une seule représentante des SHS. Donc tous les autres membres sont des personnes des sciences dures. Je crois que c'est une sociologue ou quelque chose comme ça. Une anthropologue. Une anthropologue qui est donc Laetitia Atlani-Duhaut, qui est directrice scientifique de la fondation des MSH, et également Daniel Benamouzig, qui est un sociologue, qui est arrivé un peu plus tard. Donc voilà, à voir quel est leur avis, mais on peut dire qu'on ne les a jamais entendus parler, ni interviewés dans les médias, ni quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas eux qui apparaissent tête de gondole, ça c'est clair. C'est clair. Ok, bien, ben écoutez, très bien pour l'intervention de donc d'Éric Valdener.